Bonsoir à tous. Je vais vous lire une partie substantielle de ce petit livre qui est le dernier que j'ai publié, qui s'appelle Boomboat. En 2018, alors que j'habitais à Singapour, j'avais un ami, quelqu'un que je connaissais pas très bien, une connaissance disons, qui est philosophe et qui était en train d'écrire un livre de philosophie de la logistique. Et il était embêté parce qu'il voulait réfléchir sur la logistique et il se servait notamment d'un matériel qui lui était procuré par la littérature. Et il y avait dans son enquête sur la logistique un endroit du monde pour lequel il avait très peu de sources littéraires, et c'était Singapour. Et il se trouve que Singapour a été pendant longtemps le plus gros port du monde, pour une raison simple, c'est que quand le canal de Suez a été ouvert, ça a permis aux bateaux de ne plus avoir à contourner l'Afrique, et ça a fait que soudain, Singapour, donc, qui est une petite île au large de la Malaisie, s'est retrouvé être un port crucial pour le commerce entre l'Europe et la Chine et l'Inde. Et donc Singapour est devenu un port extrêmement grand. Et donc il n'y avait aucune donnée littéraire sur Singapour, donc moi je lui ai dit eh bien moi je vais t'écrire un livre à partir duquel tu pourras travailler. J'habitais à Singapour à l'époque, et historiquement, le port de Singapour était sur l'embouchure de la rivière, la Singapore River, qui est une petite rivière qui traverse Singapour, et qui aujourd'hui est complètement désertée par les bateaux. Il n'y a plus que des bateaux de touristes, qu'on appelle les boomboats, et les boomboats, c'était en fait le nom des anciens bateaux des ferrailleurs, qui aidait les bateaux au port en portant tout un tas de choses, d'objets inutiles, qui renouvelaient, etc. Enfin, il y avait un grand trafic de boomboats qui n'y a plus du tout, et donc maintenant il n'y a que ces bateaux de touristes qui descendent la Singapore River. Et donc l'objet de ce livre, c'était de prendre mon ami philosophe dans le bateau, dans le boomboat, et de descendre avec lui la rivière. Donc on commence à la source. Alors vous verrez, je fais intervenir tout au long de la descente, vous allez voir tout un ensemble de personnages qui sont des morts, qui ont eu un rôle à un moment donné dans l'histoire de cette rivière. 1. Kim Seng Bridge. Accroche-toi, ça recommence. Embarquement pour la descente de la Singapore River, les passagers sont priés de rejoindre le quai. Pour départ immédiat, écoutez, gilet de sauvetage. Quoi ? Tu entends cette voix vaguement détraquée du Kim Seng Bridge, où les voitures passent troupeaux de petits chiens tranquilles, files soumises et tout sautantes battus par le soleil violent. Ravioli transpirant s'agresse, tirant la langue sur la route pour écouter mon histoire haletante. Près du Golden Village, un autre cinéma, et nous partons dans l'en-dessous, lecteur. Sois mon beau touriste naïf, moi je bateau sobre et pensif, Dharma Boomboat, suis Massagi. Sois spectateur, assiste passivement à la revue du poème glissant entre les doigts du temps. Regarde, de l'autre côté du pont, à l'ouest, vers le Zion Riverside Food Center, coule un cours d'eau, Canal Alexandra. L'eau sort de notre côté avec le nom qu'on donne à la forme d'une ville, la Singapore River. Une source et donc un pont avec un nom. Toujours se lève arrière le vent avec le fantôme de, salut-le, Tan Kim Seng. Ah, beau moderne, écoutez mon histoire alerte remontant le long du détroit de Malacca, où naquit en 05 un mois. Connais ou pas Malacca ? C'était le Singapour d'autrefois, sur la côte ouest malaise où se croisaient Chine, l'Inde et l'Europe par route pointillée de vaisseaux surchargés. Avant de m'installer à Ville-du-Lion dans les 1820 et fabriquer de ma fortune comme un chemin dans le milieu de vie, d'après la Liguiérie traversant la forêt primaire d'une jungle profonde, gare à l'orang-outan. Bâti Kim Seng Bridge et compagnie, etc., et enrichi, fondait école chinoise gratuite en 57, puis donnait 13 000 $ pour construire les premiers. C'est vrai qu'il a l'air riche, le spectre, flottant, tel Jésus sur les eaux, avant le départ de la jonque, portant paletot bleu, un éventail chinois où paysage et poésie discutent mystère, une peau glabre, sous un œil torve entrepreneur.
les premiers réservoirs d'eau, et c'est ainsi que la fontaine de l'Esplanade me fut offerte d'honneur par le gouvernement en 1882, et donc ce j'y viens con de nom d'un pont de... Imagine les conques à l'inauguration comme si nous y étions au milieu des pipes d'opium et des flonflons. Mon cher ami, j'ai connu l'époque bénie où Sir Thomas Stamford Raffles transforma l'île marécageuse occupée par les Orangs-Lautes, le peuple des nomades sales dormant sous une voile dans les mains cruelles de la nuit, un peuple de pêcheurs, Sea Gypsies, Wikipédia Dixit, et Abdullah bin Abdul Qadir. Ils étaient comme sauvages, fuyaient dans leur esquive dès que quelqu'un s'approchait d'eux. Ils n'avaient pas le temps de fuir. Ils plongeaient dans l'eau, ne réapparaissant que lorsqu'il n'y avait plus personne. Vois le genre d'animaux farouches qui vivaient dans la cité-État avant qu'elle soit civilisée. Avec les mêmes mots, négociant avec le sultan malais de Johor, l'autorisant à faire de l'île un port franc, Raffles, sacré taureau ailé, qui font d'un cours d'eau un canal, d'une rivière un pont, d'un corps tout simplement un homme marié comme toi ou moi. Regarde, à l'ouest encore, ne sont plus ces informes marécages, les innommés d'avant, le gros commencement, mais les villages peuplés des mânes chinois entassés. Un batelier. Oui, nos villages chinois, les kampongs des Malais, est-ce qu'ils sont malins derrière les chantiers boueux là et là où se réparent nos boom-boats? L'East India Company les a importés d'Inde, qui dans l'odeur de vase se pressent par milliers dans le fond de culotte de la rivière. Regarde encore. C'est mon tongkang à voile. Saute dedans et descendons la rivière de Raffles en raft. On fait semblant, disons, dans le craft du poème. Au milieu des ordures entassées, appelle-moi l'ami des chiffonniers, le charretier des eaux usées venu du Hokkien pour pousser ma longue perche, et recommencer. 2. Robertson Quay. Et le bateau s'engage. Nef des fous tristes sur la rivière volumineuse, vineuse, Amok Twako, l'eau verte épaisse où le soleil se prend les pieds dans ses rayons comme un vinyle d'eau renversé, et l'on descend avec le hoquet de l'histoire, le peuple hirsute des quatre coins de l'Asie, venu faire du milieu fructifier l'argent, le long de la rivière et dans le temps. À 8h30, sur les rives aménagées de Philippines domestiques promenant leurs shorts, derrière l'amour canin de riches singes habillés de coton anglais grand, les homo sapiens singapouriens filant sur trottinettes électrifiées. Mais quand tu penses, disait mon père, que ces filles quittent leurs enfants et font 5000 kilomètres pour torcher le cul d'un même meilleur ami de l'homme, ô domestiques philippines qui promènent leur sort, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du monde. Qu'un chien, poétiquement tire au bout d'une laisse, ou blond de blé gamin anglais ou australien, jambes écartées, tranquille, bile, poussin, en poussinette aménagée, pendant qu'est maman au yoga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sous l'ombre bienveillante des tours d'habitation aux écrans plasmatiques, et pieds de bicyclettes immobiles dans les salles de gymnastication peroxydée, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sœur de musique techno, dirait l'Aristoclès épaule platonique en large péninsule. Et les moustiques qui se promènent sur dos de Philippines, quelques hommes à vélo, dont Ego, au porte-bébé sans bébé, arrêtés sur le Jack Kim Bridge. Au pont-levis sans dojon m'offert en 1999, moi, petit-fils de Tan Kim Sang, lisez plus haut, barrant la rivière et le temps pour écrire un poème, trempe ton blanc papier dans l'eau verte de la rivière, concède aux algues révélées le soin des confessions, fusant de voix urcéolées. Je, Tetiu, pousserai mon Twako jusqu'à la mer reliant navires arrimés aux entrepôts longs de rivières, aujourd'hui transformés en boîtes de nuit coupées. Attends un peu. Voilà de la méthode. Quand William Carlos Williams écrit Patterson, un type traverse la ville,
suivant le cours de la rivière, ville et bonhomme s'identifiant dans ce nom-là. Mais ne m'appelle pas Singapour. Je te la chante parce que tu ne la sens pas, elle, et l'épais coton brûlant mouillé dans lequel je pénètre tous les matins, cuisse ouverte de la ville, oui, la ville, quand je sors de chez moi, avant la prochaine borne d'air conditionné et m'enfonçant dans la chaleur sur mon vélo humide, longeant la rivière fille figée dans son corset de béton, voix toute tue, sirènes allongées, noyées, rongées de loutres, sur le béton des canalisations et que tu n'entends pas. Je fais ton envoyé spécial dans un filet de médiation. Le batelier sifflote. La rivière d'ennui, une ville immobile alors. Moi aussi j'envoie de la grenaille dans le cadavre du lecteur. Si tu veux un poème que tu raccorderas façon puzzle avec ton imprimante 3D, ok, je parle du cerveau et par les canaux logistiques très habituels, idest Tamagotchi obèse de ronronnants ordinateurs derrière l'écran desquels s'agitent, dansent des bits et chatouillis de câbles, nos doigts si fins, les miens, dans un local à Singapour, au bout d'un corps climatisé, à côté d'un voisin fumant au clou de girofle les cigarettes quand il revient de la fenêtre. Il souffle des vagues de nausées et toi, je ne sais où, qu'importe. Assieds-toi donc. Il nous faut juste un peu de temps, le cerveau allumé par un café, accroche-toi. Si la rivière où l'on se baigne une fois ou deux peut charrier autant de lourdes vasques que les bibelots d'une autre poésie qu'on obtient par saigner, nous voilà repartis. Ton regard cherche encore matière à penser les usines. On ne voit pas grand-chose. On n'a pas trop le choix, il faut les faire clavarder, les mannes. Nous sommes rois du cabotage, qui cabotinons au sampan sous la voile duquel dormaient nos convoyeurs ridés par les marais, nos réparateurs reparus, parents des gestes du limon, pas trop de vos ordinateurs sans tête aux longues langues câbles, à salopettes de serpents, nos travailleurs, nos flots, nos flux de paniers marchandés de toutes les couleurs comme des conteneurs, à noir, blanc, PSA international, et de fruits du dragon, coulis tatoués, torse noué d'Urien avec des pipes d'opiacés avant le temps des Philippines fantastiques qui nous démangent, sous nez des sacs de tulle et des outils, nos réparateurs, nos bateaux, nos tas de choses en fer, nos dérouillés, nos pièces, qui n'avaient de nom qu'en chinois, qu'on peut toujours jeter à l'eau contre des métaphores au pied des entrepôts sur le Robertson Quay, mais le passé passa. Et il fut effacé à la pointe des feux follets de la forêt des bombardements japonais. Les Philippines démêlèrent des nids de tiques après qu'en 1977, Lee Kuan Yew décida de la purger. Les travaux commencèrent en 1983, 10 ans, 250 millions d'euros. An Lee Tsupang. Le poème Singapore River, que je traduis et coupe. Une opération d'envergure conçue pour donner une nouvelle vie à la vieille dame. Nous avons nettoyé ses artères, enlevé détritus et limons, créé un pontage pour le sang ancien. Maintenant, on pourrait à peine raconter son histoire. La poétesse ayant regret des anciens parapets. Nous sommes devenus si soucieux de notre santé que notre cœur, parfois, nous est une gêne. Puis, dans les années 90, l'Urban Redevelopment Authority au Soleil Bas a transformé la zone pour un usage résidentiel, hôtelier commercial, où les enseignes se déploient sur briquettes rougies et les Philippines s'adossent aux bars de plastique, restaurants-bars, à 20 musées privés de l'art contemporain, Singapore Tyler Print Institute Creative Workshop and Gallery annonce l'avenir. Expo Handmade Ready-Made avec Jasper Jones, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein et James Rosenquist. Et moi aussi, je sais faire les ready-made. An Lee Tsupang. On a bien vu, tu viens de piquer mon poème. Et ceux qui nous enseignent ici, 50 noms, d'hôtels, de commerces, de pizzerias, de salles de yoga, te les épargnent et à part ça. Un couple de Chinois faisant du cha-cha-cha en mimant l'otari, faisant du tai chi en tournant autour d'un arbre pas sacré, et 2 fois 2 coureurs à pied. C'est tout ce qu'on voit. Au niveau du resto Limoncello,
en face d'une brasserie australienne. On glisse sur l'eau triste. On croise quand même un boomboat, pas ennoyé mais bien pensif comme une coque contenant un cerveau à l'arrêt entre deux touffes de feuillage prenant le soleil vert. Long figement posé. Après des décennies d'obscénité, il vomit un touriste, Grand Shanghai Hotel, et c'est tout. C'est tout ce qu'on voit, voilà. Old Singapour n'est plus. La forme d'une ville, tout ça. C'est fantastique. C'est fantastique et c'est dommage. 3. Clark Quay. En passant sous le pont, remarques-tu cette fresque pour enfants où sont représentés, personnages de Guignol, un brun un peu poupin genre Thomas Piketty et son lieutenant âgé, toupet frisé, un Tsvetan Todorov en habit militaire. C'est Farquhar, avec Sultan Malais et Temengong en train de joyeusement signer le contrat par lequel le premier s'approprie Singapour. Aïe. Thomas Stanford Raffles. Je représente la compagnie britannique des Indes orientales de Java et suis parti faire la Java. Fonder la expansion d'un méga hub en l'Asie du Sud-Est. Cette île vous appartient, il y a des bataves? Temengong Abdul Rahman. Il y a moi, qui suis le protégé au sultan Hussein de Johor. Raffles. Mène-moi à lui, réunissons-nous et je vous proposerai l'accord suivant. Vous me donnez l'île en échange, il compte sur ses doigts, de 13 cacahuètes. Abdul Rahman. Excellent, fantastique, light up the green candle, let's raise your Indian Jack Little ceremony. Vous êtes un fort grand prince, Père Ubu. Et le 6 février, Stanford Raffles, le Temengong Abdul Rahman et le sultan Hussein Shah de Johor signèrent le traité offrant à la British East India Company le droit de faire de Singapour un port de commerce contre $5 000 espagnols annuels pour le sultan Hussein et 3 000 pour le Dang Temengong. Battez. Battez tambour sacré, frappez. Frappez cymbales de l'armée et boum. Dans le grand gong d'appel, boum. La multinationale, boum. L'état colonial, boum. Le complexe militaro-commercial, boum. Boum. Avec civilité. Un droit de contrat international, un viol consenti, en caractère organisé. Quand tu ressors du pont, moi, je vais bifurquer, tu sais, on descend là tout de suite parce que la suite me dégoûte trop. Je ne vais pas décrire toutes les couleurs de tous les entrepôts de Clark Quay où venaient décharger les jonques par milliers avant le nettoyage. Dehors, s'il vous plaît, des années 80 aujourd'hui transformés en nightclub pour touristes miteux et businessmen. Dehors, s'il vous plaît, fumeux expatriés avec leur mauvais goût, je te jure, rien qu'à y penser, ça me fait vomir. Dehors, s'il vous plaît, on ferme. Clémence. La rivière Singapour, c'est une fille de trop de chirurgie. Elle a encore les os, mais à force d'avoir le visage remodelé, il n'exprime plus. Il n'exprime plus et on ne peut même pas mettre de COD. Il n'exprime plus. Le long de la rivière, sinon le vague souvenir de ce qu'elle fut un jour, figure-toi, n'importe quel canal, n'importe quelle canalisation de n'importe quelle ville nouvelle, de n'importe quelle gated community, voilà. Voilà la rivière aujourd'hui. Mais vers Clark Quay, oh my goodness. Fut un jour lorsqu'on ne pouvait pas la dévaler en vélo ni en bateau pour rigoler parce qu'on y travaillait. Rivière, Lolo Singapour. Tu m'excuses avec ces prothèses. Il y a une loi ici, et j'en ferai ma thèse. Le moteur logistique d'une cité en T devient spectacle en T2 lorsque cette ville traverse une frontière, tu les qualifies comme tu veux, temporelle ou de classe, ou quand elle passe from the third world to the first. Économie du luxe, tourisme mondialisé. Pauvre poète pour chanter, tu n'as d'autre choix que regarder T2. Si le logistiqueur fait le logistiquer, nos fils jouiront d'un apéro maltais avec les câbles dans l'actuel port des comptes conteneurs. Sur les écrans des bars australes, bruyants, barbus, bodybuildés préfèrent bifurquer. Je préfère bifurquer. Mais avant de tourner notre regard, je le pose à gauche, en haut de la colline, le mont Canning, où s'installa jadis l'ancien royaume mollet. Allez, écoute,
Écoute avec humilité. Sang Nila Utama. J'étais avec mes hommes dans une chasse facile. Je transperçais des cerfs à l'aise, d'une pichenette de ma lance, quand je montais sur un rocher d'où j'aperçus l'île de Temasek. Lors, nous prîmes le navire pour traverser le bras de mer qui nous en séparait, mais alors que nous traversions, une tempête lacéra terrible les cieux ravis saignants de plaies violettes, et le bateau coulait dans l'océan de lave, jusqu'au moment où nous débarquâmes, voyant une sorte de tigre descendant la colline en son galop bondissant pour atterrir au milieu de cette page blanche, animal extrême, beau, rapide et rouge, tête noire, poitrine blanche, un animal extrême, agile, fort et grand, plus grand qu'un bouc, tu vois. Quel animal ça peut être là? Damang Leba Daon. Dans les histoires du temps d'avant, le lion était décrit comme une telle bête. Sang Nila Utama. Ah, belle l'île, qui peut contenir l'animal féroce, et si puissant qu'il sait lui transmettre son nom, de ville du lion. « 4. National Library. Sur mon boomboat lecteur, petite automobile sublime, le bitume, et sur Hill Street à gauche, trace jusqu'à l'immeuble avec tes pneus de caoutchouc. De la Bibliothèque nationale, le vent chaud dans la face. Va voir photos et lire volumes où âmes dorment dans le passé, pour voir à l'œuvre les gens de Logistic River, qui la peuplaient jadis. 11e étage, prends ces 2 livres, encouragés par employés. Cher patron, faites confiance au rayon du soleil blanc qui tend votre ombre en élastique prête à se faire sauter en rayonnage vers bibliothèque. Et traversez la dimension du temps. Ouvre-en un. Découvre qu'en 1982, Linda Berry voyait des entrepôts, des chantiers navals, avec les lunettes du passé sur les quais qui feraient bien marrer nos Australiens, énormément marrer. Destinée à réparer des camions et des stigmates, fonderie en activité ne se trouvant pas loin, elle note l'érection des tours nouvelles, la réparation des bateaux étant l'activité principale du Robertson Quay avant l'assainissement, et les boomboats pleins de déchets, mes frères, poussés par d'humbles chiffonniers, mes frères avinés, sur la fière rivière ravinée, fées vertes polluées, déchets dessus, déchets dessous. Les autres passagers. Tu sens comme ça pue. Tu pétris de la boue, dis-tu, mais quand est-ce que ça fait de l'or? J'offre un joli quatrain en dédommagement. Un caressé de végétation tropicale, où les voitures qui traversent rotent leur esprit de fumée séparés de la cendre des nénuphars. Et c'est un pont. Que dis-je? C'est Clemenceau Bridge. 5. Pulau Saigon. Et là, quelque chose d'incroyable. Pour l'archiviste fourrant son nez dans des endroits où tous les jours il passe, car son vélo est un vaisseau muni d'œillères au niveau du guédon d'Essel. Jusque dans les années 80, il y avait une île sous le pont Clemenceau. Pulau Saigon. J'ai questionné Azira de la Singlit Station, qui me répond « Pulau Saigon? Pulau, you sure? » Car Pulau veut dire « île » en malaisien. « In Singapore, in our river » fut ensuite drainé et rattaché à Havelock Road, et dont les vieux entrepôts délabrés furent démolis, écrit Linda Berry en 1982. Plus on remonte vers Kimson Bridge, où la rivière fait coude, soudain, voire le champ 1, où les berges ne sont plus de béton, où tournent toujours les sampans, où s'ouvrent les grands champs près d'un temple bouddhiste, je traficote un peu, car aujourd'hui la rivière s'enfonce dans une gorge de béton à 3 entrées et disparaît sous une dalle, au-dessus de laquelle on construit le métro qui filera l'année prochaine, comme si une ville se rendait compte qu'elle avait plus de dimensions, plus les familles vivent dehors, à l'air libre. Mais je ne veux pas faire demi-tour. Avançons, avançons, sur le sobre boomboat qui nous supporte. Et quand il était là, poète torse nu, large créole, marchait au bord des quais en sifflotant. Se plaisait à imaginer comment c'était avant, comment c'était. Avant que les quais n'eussent été construits sur le cours supérieur de la rivière qui n'était que vasière et marécage il y a 150 ans.
quand les poètes étaient pirates, dormant au fond de la rivière dans leur toico à voile. Sauf qu'on entend, par-dessus les épaules des étudiants silencieux de la bibliothèque, les fantômes, craintifs mais généreux, délicieux, qui peuplent les étages et les entrepôts convertis en restos pour touristes, nomades, exilés, expatriés enfants de 1840. Tu les entends ? Et deux est mort depuis longtemps, qui ne passèrent pas l'âge adulte, dont le corps dut mourir car tout doit disparaître et qui furent remplacés par des adultes qui jamais ne moururent, ni ne furent enfants. Tu peux les voir courir le torse nu le long du quai, jouer de leurs ballons de chiffon gris comme dans des photos de douaneaux. Tu les entends ? Les esclaves, ils ne parlent jamais dans les films, muets où les boom-boats transportaient le charbon jusqu'au bateau dans l'embouchure congestionnée. Tu les entends de l'huile, de palme, du caoutchouc qui voyageait gratuitement dans les bateaux de Chine, qu'on rangeait sur le quai et qu'un entrepreneur prenait à l'armateur. Ils travaillent ensuite gratuitement jusqu'à rembourser leurs billets. Tu les entends ? Les coolies qui tirent sur un pouce-pouce des marchandises qu'ils ont déchargées des bateaux, courant dans Chinatown de marchand à marchand, pendant que des marchands se ruent sur les femmes du Japon avant de s'affaler, offerts par pipe d'opium aux douleurs de la nuit. Tu les entends, les réparateurs qui aiment les bateaux et parlent dans ton rêve le seul langage que tu comprends, celui des réparateurs de vélos. On ne pénètre dans l'histoire que par des métaphores. Tu les entends, les marchands aux gros durians, épices, mangues, marchands de camphre, marchands de caoutchouc, marchands de cigarettes, marchands de livres et d'huile de palme, et les marchands d'étain des mines de Malaisie qui se déversent sur Singapour comme au fond d'une chaussette, depuis qu'entier le monde veut acheter de quoi manger dans des boîtes de conserve. Tu les entends, les prostituées, tu les entends, elles crient dans les étages des shop houses de Chinatown. 15 hommes pour une femme, 15 hommes pour une femme, avec ou sans plaisir, putain, sans plaisir, tu les entends ? Armateurs, marins, qui laissent leurs bateaux pour les laisser et s'affaler dans les fumeries, avec elles, eux aussi. Pourquoi ? Les hommes de la mafia, le cœur des sociétés secrètes, tu les entends ? Et les colons qui tiennent de grands discours, My God, qui font l'apologie de ci, ou critiquent cela, qui jouent des bulles de mots depuis que le canal de Suez, en s'ouvrant, fait passer tous les bavards du monde par Singapour. Tu les entends ? Et le capitaine Waley, errant, avec son grand bateau, dans la solitude des chemins, comme un pèlerin à barbe blanche, sans maison, se souvenant que la première fois qu'il vint à Singapour, ce n'était qu'un village, des pêcheurs, quelques huttes érigées à la va comme je te pousse, et tout ce qui est fragile, la vie face à l'assaut des mers. Alors la nostalgie, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? 10. Mount Faber. La Singapore River n'est plus. Sous les nappes bleues du pétrole, flottant à la surface, et les déchets, puisqu'elle coule dans la ville en élégant monsieur propre, en dame chasse d'eau, filet de javel flou caressant les piscines expatriées comme un poisson liquide protégé par barrage de la mer et par décret des hommes. Pendant qu'à l'abri des regards, pour te dire, j'ai hésité à escalader Mount Faber, qui domine la baie, pour contempler le port se déployant loin des centres commerciaux et des hôtels, que l'argent qu'il génère, recompté, échangé dans les locaux d'HSBC lui permet d'ériger, blousant chanteurs expatriés ou lecteurs en croisière. Conteneurs continuent de charger, décharger passant d'un boat à l'autre sur les épaules transparentes de la procession des fantômes, coulisses, épaules transpirantes, qui leur rafraîchira le front avec des palmes, dont ils déchargent l'huile indonésienne, chèvre du Pakistan et caoutchouc de Bornéo, ou écran de Corée, étain de Malaisie, et livres écrits en Chine et édités en France, et imprimés en Chine et publiés en France. Pattes et chaises, murs et enclos du monde, passant en pièces détachées. La vie de milliards d'hommes empaquetés, déplacés par la bigue aveugle, en sifflotant. De loin, on voit ces grandes rues comme une armée d'oies en ferraille, jouant à Rubik's Cube avec les conteneurs, pour le spectateur ignorant qui regarde, depuis la butte, Singapour, sous les sous-vêtements, manié par l'ingénieur malin dont le dos ne ploie pas. Mais franchement,
tu en apprendrais plus en écoutant une vidéo YouTube. De toute façon, je ne suis pas au Mount Faber. On n'y voit rien. Et moi, je voulais juste descendre la rivière, assoupli par la vague, jouer avec les osselets des morts quelconques, comme les cordes d'un piano d'orchestre. Quel concerto, avant de m'arrêter. Voilà, le voyage est fini. Sans nef, n'importe où, veine, les fous tristes auront rangé leur appareil photo. Ne s'est-il rien passé? Il ne s'est rien passé. Rien. Donc, rien n'aura lieu. Sinon, le léger sifflement d'un homme, descendant la rivière à vélo, voulant te faire croire qu'il pouvait remonter le temps. La foule. S'il court au bord de l'eau, un poète a devoir d'entendre d'ardentes sirènes descendre en enfer, publier, virgule, ses discussions avec Marose et Maccabée. Je vais te dire, c'est faux. On n'entend que la voix des morts que l'on s'extrait soi-même de la bouche. Ses propres dents pourries, un à un, une à une. Dehors ne donnent que terrasses, au bord de la rivière depuis la berge où les expatriés sirotent les cocktails d'oubli élémentaires. La violence croupie. Et moi, accroupi, je balance des clous dans l'eau et m'enthousiasme ensuite à l'idée d'un trésor, heureux d'avoir peut-être laissé solide trace dans ce qui coule, en écoutant le cliquetis infime, c'est le ressac. Le monde n'est pas fait pour aboutir, tu peux toujours écrire, à un poème d'allégorie muette sur la plage. L'enfant ignore le bateau qui vogue au loin, bourré jusqu'à la gueule, comme est plein le seau du château de sable. Au large, le bateau n'a pas vu cet enfant, à terre, malgré son conteneur de jouets. Escargot dont la coque est sans légende, offerte contre un tas de billets de banque. On décharge au port, et le père charge l'enfant sur le porte-bébé. Il pleure. La mère a nié le château, déjà. Alors, je nous jette enfin, toi et moi, dans l'océan, dans lequel nous plongeons joyeux et maladroits, barbotant dans l'écume comme des cochons d'élevage finalement libres, qui retrouvent les leurs effrayés, hésitants, hilars dans une clairière au milieu de chevaux tranquilles. Bateau immense, parqué sur l'océan, qui vient frapper leur longue côte en faisant splash, splash, et nous recouvre. Splash. Merci.